PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Joe. Bonsoir à tous, bonsoir Onip. 24 heures après cette élimination en huitième de finale face au Bayern, beaucoup ont été déçus. Déception totale pour beaucoup de nos supporters, en colère, beaucoup de critiques sont tombées, que ce soit sur les médias ou même auprès de la chaîne après les interviews d'après-match. Est-ce que toi qui as fait le déplacement, tu partages cet avis ? Je partage cet avis, même si ma colère n'est pas la même et se voit de la même manière. T'as raison, puis déjà ça change en fait ta philosophie là, d'avoir fait ce déplacement. Déjà je voulais remercier tous les ultras, remercier vraiment tous les supporters, parce qu'on peut voir vraiment que aller voir un PSG Bayern un Bayern PSG dans ces conditions-là, pas forcément des moyens, c'est pas forcément facile en fait d'accès pour pouvoir y aller, et de voir en fait ce spectacle qui était relativement famélique, surtout en fait en deuxième mi-temps. Voilà, donc je tenais en fait à leur tirer un coup de chapeau. Après la colère elle est totalement justifiée. Autant sur la première mi-temps, il y avait en fait un espoir parce que le jeu restait assez ouvert. Autant moi tu me connais, les personnes de la chaîne me connaissent, je suis quelqu'un en fait de très optimiste, et que je partais du principe qu'en allant là-bas on pouvait faire un coup, mais vraiment faire un coup. Et la première mi-temps nous a donné en fait raison sur ce côté-là. Faut pas oublier une chose, et ça c'est pas pour calmer des colères, on est beaucoup dans le sentiment, et moi je l'ai été en fait à l'époque, mais on a joué en fait le Bayern de Munich. Faut pas comparer en fait une défaite contre le Bayern de Munich comme si on avait joué en fait un troisième ou un quatrième de Ligue 1. C'est-à-dire que cette équipe-là, avant même de parler de nous, sur plein de points ils sont rodés. C'est-à-dire que, enfin, pour y être allé au stade, le stade il est incroyable. C'est 80 000 personnes, c'est peut-être 5 000 supporters du camp adverse qui sont en haut, qui sont très difficilement entendables malgré une ambiance incroyable. Le reste c'est 70 000 personnes qui chantent, c'est ce que déjà en fait nous on n'a pas. Donc c'est déjà en fait une institution dans le club qui se pose. C'est un palmarès, c'est un effectif qui est complet, c'est une ville qui vit football, et malheureusement en fait nous on n'est pas dans ce cas-là déjà dans un premier temps. Donc aujourd'hui quand on parle du Bayern de Munich, on parle d'un réel, je dis bien réel, pas en fait un appel du cœur, mais un réel prétendant à gagner cette Ligue des Champions. Nous on ne l'était pas, même si on aimerait toujours se dire qu'on peut, et bien évidemment à chaque fois on a envie d'y croire, c'est notre travail de supporter, mais clairement il faut être assez clinique sur quasiment toutes les lignes, hormis la ligne de devant où il y a match. Ouais. Sur toutes les autres lignes ils nous bouffent, et je te parle même pas du banc de touche qui est extrêmement important. C'est-à-dire que tu prends tu vas prendre les 4 lignes sur le terrain plus le banc de touche, ils nous mangent partout sauf devant. Et encore devant, il nous manquait en fait une arme qui, à mon sens, en fait, s'est vu beaucoup. Donc, je comprends la colère de tout le monde, mais aujourd'hui, on a perdu contre un adversaire qui est plus fort que nous. Par contre, oui, il y a beaucoup de choses à changer dans le club. Alors, on l'avait dit dans nos précédentes interviews, tu étais plutôt optimiste pour pouvoir battre ce Bayern de Munich et voire obtenir une qualification, mais tu avais soumis quand même l'idée qu'on pouvait perdre tout de même face à un Bayern, chose que peut-être les gens ne vont pas comprendre, parce que tu avais dit que on est optimiste, il faut y croire, et malgré les performances de cette saison, comment tu peux réagir face à ton discours que tu as eu là aujourd'hui et les faits qui se sont avérés contradictoires face à toi? Alors c'est pas tant contradictoire, mais je te remercie de me poser la question. Si tu veux, on va reprendre en fait le match aller. Le match aller, pour moi, avant l'entrée d'Mbappé, on n'a clairement aucune arme. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de possibilité, en vue de notre jeu, en vue du jeu que le Bayern procure, que sans profondeur on puisse proposer quelque chose. Et c'est ce qui s'est passé. Donc il n'y avait pour moi aucune chance qu'à l'aller, avec le contexte en fait de Marseille, etc., qu'il se passe quelque chose. Il y a eu Mbappé. Ouais. C'est l'arbre qui cache la forêt, mais quand il y a eu Mbappé, il y avait toujours sur le terrain Messi et Neymar. Ne l'oublions pas quand même pour l'animation offensive. Là, effectivement, pour moi, les cartes en fait étaient rebattues. On a eu, malheureusement, on a perdu Neymar. Beaucoup en fait ont voulu le minimiser. Moi, je ne l'ai jamais minimisé. Je savais que c'était important, et j'ai trouvé qu'on a manqué de verticalité. Mais au-delà de ça, la première mi-temps, je te dirais qu'elle me donne plutôt raison. Le jeu, en fait, il est réellement ouvert. Le Bayern peut en prendre. Le Bayern, à un moment, a des craintes. Il y a l'action qui nous traumatise tous encore aujourd'hui de Vitinha qui regarde pas le ballon. Donc, tu sais que tu avais des coups à jouer. Et ça s'est passé comme ça. Après, dans le match, t'as défait de match. Et si à la rigueur je devrais faire un mea culpa, c'est d'avoir minimisé notre banc de touche.
et l'importance que ça pouvait en fait avoir, parce que je pense que beaucoup l'ont dit, mais déjà, enfin voilà, c'est pas anodin. Il y a beaucoup de gens qui vont tomber sur Galtier. Moi, je vais un peu le défendre. Je vais pas vous dire que pour moi c'est l'entraîneur de l'année, mais à un moment, qu'est-ce que tu veux que le garçon fasse? Moi, c'est ça que j'ai envie de dire. Oui, Zahir, il aurait pu rentrer au lieu de la 70e, le mettre à la 60e. Oui, peut-être. Oui, peut-être que faire rentrer étiquette à la fin, ça sert à rien et c'est nous humilier. Je suis d'accord. Mais tu regardes le banc de touche, j'ai l'impression que si je m'étais pris 3 mois avant, j'avais ma place sur le banc de touche. Je vais respecter le football pro, c'est une boutade, mais réellement il y avait pas grand chose à faire aujourd'hui et ça se voyait en fait vraiment sur toutes les lignes. Donc pour moi, j'ai minimisé cet événement là. Après, la blessure de Marquinhos, la blessure de Mukiele qui s'enchaîne, enfin c'est quand même, on était tous à se dire putain, on aurait voulu Skriniar. T'as pas Skriniar, t'as Kipembe qui se pète, qui revient, il se repète. T'as Marquinhos qui a mal aux côtes, il peut pas continuer. T'as Mukiele qui se tape, t'es obligé de mettre un jeune qui joue. Et les gens vont me dire non, mais ça va, machin, comme Zahir, tu vois. Je vais pas être méchant avec les gens, mais à un moment, quand je dis que le Bayern, tu vois, en début d'interview, il est plus fort que nous, c'est-à-dire que j'entends des gens qui me disent encore Ruiz, ça va, encore Vitinha, des fois il peut faire mieux, encore Zahir, il aurait pu apporter. Mais ça, c'est un discours qui est réel, avec tout le respect que j'ai pour le football pro. Quand tu joues en fait en Ligue 1, quand tu perds contre Marseille, tu dois te dire Vitinha s'il se transcende, Ruiz s'il était bien. Mais contre le Bayern, ces joueurs n'ont juste pas le niveau. Mais de mettre des gosses de 16 ans contre le Bayern de Munich qui peuvent se permettre de mettre un Sadio Mané qui rentre à la 75e, un Gnabry, mais c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'avant on y allait déjà, il fallait pas non plus inverser le poids, on avait le droit d'y croire, mais on n'était pas favoris. Et d'ailleurs les bookmakers s'y sont pas trompés, on n'était pas favoris. Moi j'y suis allé en y croyant, je me suis dit qu'on pouvait gagner, mais c'est juste que on n'a pas su transcender ce match et puis le milieu est famélique. Alors tu parles un petit peu de notre banc. Quand on voit un petit peu le mercato, il y a eu des joueurs qui sont partis, mais on les a remplacés par des Fabian Ruiz et des Vitinha où on les a encensés un petit peu au début de saison. Campos avait au moins de l'espoir qu'il puisse s'imposer en Ligue des Champions ces joueurs. Est-ce que finalement, comme diraient certains interviews, où ils sont bons dans les clubs européens, cette fois-ci quand ils arrivent chez nous, ils perdent de leur qualité? T'as raison, c'est une symptomatique en fait du PSG. On voit beaucoup de joueurs qui viennent chez nous qui sont moins forts, donc il faut qu'on se pose aussi les bonnes questions. Tous, hein, aussi bien à la direction que jusqu'aux supporters, vraiment tous. Je pense qu'il y a quand même un sujet de fond là-dessus. Après, ça reste pas des grands joueurs. C'est-à-dire que tu t'es affaibli. Beaucoup l'ont dit, mais tu prends étiquette pour Ekitike pour Di Maria, pour perdre Di Maria. Tu prends Ramos qui a pour le coup a fait un bon match, mais t'avais Thiago Silva qui te donnait en fait une assurance défensive qui était bien supérieure, contrairement à ce que beaucoup peuvent se dire. Au milieu de terrain, t'as plus Gay pour avoir qui Soler et Ruiz. Je suis vraiment pas sûr qu'en fait ces joueurs-là t'apportent, et puis que on en est réduit à se dire voilà, c'est une bonne nouvelle de perdre Neymar quand tu vois en fait notre effectif. C'est peut-être bien que Neymar soit pas là, mais quand tu regardes le banc de touche tout, ça n'a aucune logique. Donc non, on s'est vraiment affaibli, et ça c'est voilà une politique de recrutement qui est dangereuse. Onip, je te posais souvent la question, c'est quand la dernière fois qu'on a recruté un grand milieu? C'était la question qu'on se pose jusqu'à maintenant. Depuis Mota, en tout cas, Thiago Motta, c'est beaucoup de personnes se posent la question. Depuis Mota, ça veut dire que c'était il y a 8-9 ans. Mais est-ce que c'est normal? Moi, je vous jure, hein, j'ai regardé avant-hier, je regardais même Dortmund-Chelsea. Je me disais même, ok, là c'est Chelsea qui est passé, mais je regardais, je fais, mais quelle densité au milieu de terrain, mais je vois jamais ça avec le PSG, mais jamais de la vie. Et c'est pour ça que je pense que des fois on a un peu trop centré sur notre manière de jouer en disant non mais ça va passer. Mais au final ça peut pas passer. Ils sont pas assez tranchants. Ils sont pas décisifs. Verratti, il a fait ses erreurs. Pourtant, paradoxalement, je trouvais qu'il avait bien commencé son début de match. Il a fait une première mi-temps qui était plutôt solide. Sa deuxième, en fait, elle est catastrophique. Et je disais, Verratti, quand il fait un bon match, en général, c'est très bon signe. Le problème, c'est qu'il a fait qu'une mi-temps à très haute intensité. Mais après, vous prenez Verratti, vous prenez Fabien Ruiz et vous prenez Vitinha, vous regardez rien que le nombre de passes D qu'ils font en fait en Ligue 1, mais c'est inquiétant. C'est pas normal. Ça prend pas de chance de tir. Et donc, du coup, je vais revenir en fait, tu sais, sur une question sur ce que l'opinion publique a dit beaucoup, disait c'est bien quand il n'y aura pas Neymar, on va avoir en fait beaucoup plus d'équilibre de jeu. On va surtout avoir beaucoup moins de solutions offensives, parce que les solutions offensives en fait elles sont réduites à 2 joueurs qui étaient Messi et Mbappé. Et je sais pas si tu as vu en fait la déclaration qu'a fait Coman, qui en dit long. On l'a dit, mais en fait vous aviez un plan anti-Mbappé, parce qu'Mbappé on l'a concrètement pas vu sur le match, très peu. Et il a dit oui,
Notre plan, c'était de couper la relation entre Messi et Mbappé. Bon, bah voilà, tout est dit. T'as que 2 offensifs. T'as une relation à couper. T'en aurais eu un troisième. Exemple, un petit joueur en devenir, bien évidemment, il est trop blessé, etc. Je reviens pas là-dessus. Mais Neymar, par exemple, ou même un Di Maria. Allez, pour prendre l'exemple. C'est plus une relation que t'as coupée, mais c'est 3. Et c'est plus le même football. Mais là, d'avoir que 2 apports offensifs et d'avoir des milieux qui sont stériles et qui n'ont pas de verticalité, ça nous a tués dans le match. Et je te parle même pas parce que je me rends pas compte en fait comment c'était vu à la télé, mais nous, de notre position dans le stade, Hakimi, il a été scandaleux dans ce match-là. Je vous le dis clairement. Il n'a pris aucune profondeur. Quand il y avait des solutions, il ne la prenait pas. Il restait collé à sa ligne. Alors bon, il a ses affaires et tout, je rentre pas dedans. Est-ce que psychologiquement le joueur était atteint ? En tout cas, il a eu des fautes professionnelles en fait, de placement, de recherche de ballon, qui sont pour moi inexplicables. Et je trouve qu'il s'en sort plutôt pas mal, alors qu'il a fait un match qui était vraiment dégueu. Nous, vu du stade, c'était criant qu'il y avait en fait un manque de profondeur. Et je vais revenir un petit peu sur l'interview qu'il y a eu d'après-match de Mbappé finalement, où il avait dit, en suivant ce que tu viens de dire, qu'ils allaient faire le maximum en Ligue des Champions avec l'effectif qu'ils ont, et que c'est ça le maximum. Est-ce que toi tu partages cet avis ? Je partage totalement l'avis de Kylian Mbappé Lotin. Il a totalement raison et ça nous montre en fait plein de choses cette phrase. D'ailleurs il a dit d'autres choses en fait aussi après qui peut être aussi inquiétant pour son avenir. On va pas être sur ça, mais quand en fait Kylian il dit ça, c'est là où il a beaucoup plus d'intelligence que la déclaration de Galtier et qu'on voit qu'en fait c'est aussi un expert en communication. Quand Kylian Mbappé il dit dès le début on a dit qu'on allait faire le maximum et le maximum c'est ça, il sait ce qu'il vaut. On sait ce qu'il vaut. C'est-à-dire que Kylian, par rapport au football mondial, c'est le top. Donc lui, il nous apporte le top. Quand il dit que le maximum, c'est de prendre 3-0 aller-retour, ça veut dire que, ok, je le mets dans le on, mais vous savez que moi, je suis le top. C'est que derrière, il y a plein de flops. Donc, c'est une belle rhétorique de phrase pour dire que, notre maximum, c'est ça avec les mecs avec qui vous m'avez fait jouer. C'est ça qu'il a dit, Kylian Mbappé. Donc, on en parlait un peu en off tous les deux. Dans les vestiaires, ils doivent se dire, il nous a mis un sacré tacle, mais c'est une réalité. Moi aujourd'hui, je m'appelle Vitinha, je m'appelle Verratti, je m'appelle Ruiz et ce soir-là, Hakimi. Déjà, je me pose des questions sur ce que j'ai fait. Et par contre, j'avoue que je vais être un petit peu un défenseur. Je dis pas que c'est encore une fois un grand coach, mais je trouve que aujourd'hui taper sur Galtier, c'est un faux combat. Je pense que vous mettez l'entraîneur du Bayern avec notre effectif, vous croyez qu'il va faire quoi ? Franchement, vous croyez que tactiquement il aurait réussi à gagner le match 3-0 en disant allez Kitike, vas-y, va en profondeur, je sais que toi je vais te transcender pour que tu sois bon. Parce que j'ai vu des trucs comme ça. Ouais, le milieu ils auraient dû avoir l'agnac et tout, mais c'est juste qu'ils ont pas le niveau. C'est clair et net. Et est-ce que quelque part c'est pas une réponse, parce que par moment dans le match on se focalisait plus à retrouver un Mbappé rapidement, et alors que par moment il y a eu des Fabian Ruiz isolés sur le côté gauche, Vitinha aussi, on va pas chercher ces joueurs par crainte peut-être qu'ils n'en font rien de ce ballon. Mais tu sais, ta question, je l'aime beaucoup, et je vais dire pourquoi. Parce que tu te souviens à l'époque, ça ne nous rajeunit pas, il y a 4 ans, quand j'avais gueulé à la fin de Manchester. Moi, vous savez, ceux qui me suivent, ma manière d'analyser, c'est jamais en fait que l'instant. C'est qu'en fait, je prends ce qui se passe dans la saison et je le regarde en fait par rapport à ce qui se passe. Et ce PSG, il est dur à lire, mais il y a des choses que tu vois. Quant à Manchester, si tu te souviens, c'est une petite parabole. Mais je disais, tiens, Mbappé, il lui en faut 8 en fait pour en marquer 2 et tout le monde se satisfait des 2. Et qu'est-ce qui se passe contre un Manchester ? Il en a que 2, il en mettait pas. Là, rien que le match contre Nantes, beaucoup de gens en fait on a fait 4-2 et ils se sont dit tiens c'est pas mal, on reste sur la victoire et tout, mais en fait c'est de la poudre aux yeux. Regardez en fait le contenu du jeu. Le contenu du jeu fait que Mbappé il a eu du mal à marquer parce que les Nantais ils avaient qu'une seule transition à couper, c'était Messi Mbappé, et que tu sais que les autres ils vont pas tenter. Bon, avec les Nantais ça va passer. À un moment un exploit individuel de Kylian Mbappé, ça passe. Mais au final, ce match-là, il n'a pas été très loin d'être le reflet de ce qu'on a connu contre Nantes. C'est juste que contre Nantes, tu vas réussir à les mettre tes 4. Contre le Bayern, tu vas pas réussir à les mettre en fait avec ce jeu-là, avec un jeu stéréotypé où Vitinha ne prend pas sa chance, Fabian Ruiz non plus, que les latéraux non plus, et qui vont tous chercher en fait un seul mec comme étant le sauveur. Parce que Kylian Mbappé, s'il est muselé, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Tu peux te dire, ok, le gars ne pourra pas marquer, mais ça veut dire que ça libère des espaces normalement pour les autres, mais les autres n'osent pas. C'est terminé.
C'est terminé. Et je pense que malheureusement, vous voyez, à l'instar de ce match de Nantes, je ferais peut-être réfléchir à certaines personnes, on a eu de la poudre aux yeux, mais on devrait dire putain Kylian Mbappé, même dans notre jardin, quand ils ont joué en fait à 2 offensifs, il a dû attendre la 92e pour marquer son 201e but. C'était déjà en fait des prémices, et le Bayern, ils sont pas bêtes. Déjà, ils analysent les matchs, ils l'avaient prévu, et avec des Upamecano qui est plutôt en fait l'un des meilleurs centraux en fait actuellement, enfin, c'est déjà beaucoup plus compliqué, donc c'est pas surprenant. Bon, dernier point que tu veux évoquer avant la fin de cette interview. Écoute, compliqué. Je sais que dans le moment de la colère, et je suis bien placé en fait pour le dire, c'est très compliqué en fait de se remobiliser, surtout qu'en plus on n'a pas. Là, on va viser le championnat. On ne nous attend pas des grandes échéances. On a déjà battu Marseille, une des plus grandes équipes qu'on va rencontrer, c'est Lyon et Rennes. Donc voilà, compliqué. Restons soudés. J'espère. Alors ça va paraître utopiste pour certains, je les vois déjà venir. Mais là, je trouve que c'est la première fois, tu vois, qu'on perd vraiment 3-0 en 8e, parce que on l'oublie, hein, mais on a souvent perdu 3-2 comme au Real l'année dernière, ou des 3-1, ou des fois des 6-5 même en revenant en 2017, ou parfois des matchs nuls, mais parce qu'ils tournaient pas bien avec le but à l'extérieur. Là, on a perdu en fait de manière clinique 3-0, et que les lignes à taper sont assez bien identifiées. Donc si et ça, j'invite en fait tous les supporters, le lobby, en fait, on commence à dire voilà, vraiment, le problème, c'est le milieu de terrain, c'est vraiment ça notre problème. Il faut qu'on ait des milieux de terrain en fait qui soient cohérents. Il faut qu'on ait en fait des défenseurs centraux supplémentaires. Certains, moi, je ne ferai pas partie de ce combat. Je comprends si Messi part ou d'autres veulent que Neymar, je l'entends. Je pense sincèrement que ces 3 personnes-là, Messi, Neymar, quand on dit est-ce qu'ils peuvent jouer ensemble, bon, je pense qu'ils l'ont montré en fait à Barcelone. Je pense que dans leur équipe nationale, ils le montrent. Donc, je ne pense pas que c'est un problème de bons joueurs pour en ramener d'autres, mais je pense qu'en fait c'est surtout qu'on devrait avoir d'autres solutions. Ils devront en recruter un supplémentaire, voire 2, pour avoir des solutions, des schémas tactiques, les reposer, faire avec les blessures. Donc moi j'ai plus envie d'envoyer ce message là au club et qu'ils se bougent vraiment, parce que là faut se rendre compte que dans notre projet, n'oublions pas que ça fait 2 ans en fait qu'on est en 8e. Avant on a quand même fait finale et demi-finale. Il faut quand même le garder en tête, parce que il faut pas qu'on se dise ça fait, j'entends des interviews, ça fait 6 ans, ça fait 10 ans qu'on galère. Non. Là, on repère en 8e. L'année dernière, on perd en 8e contre une équipe qui est le Real, qui a battu en fait tous les autres pour aller jusqu'en championnat. On a le malheur, pour le coup, de rencontrer très tôt des cadors. Ça, c'est incroyable. Alors, à se poser même des questions. Mais c'est incroyable de voir que depuis 10 ans, je crois qu'on a eu un Leverkusen une fois, mais on se tape toujours des cadors en 8e, qu'on finisse premier ou deuxième. On peut s'en vouloir contre Bruges contre le Benfica de ne pas avoir fait le boulot. Mais en même temps, cette année, c'est la première année où on n'a jamais battu de gros. Parce que la Juve, je les considère pas comme des gros, ils étaient pas bons. Et ils avaient plein de blessés. Mais on n'a pas battu de gros en fait cette année. Et la plus grosse équipe qu'on a battue, c'est moche à dire, c'est si on enlève la Juve, c'est peut-être Marseille. Et on a perdu en fait contre bien l'équipe de Ligue 1. Donc au final, on a notre place. On a eu un cri du cœur qui nous a fait croire, mais on a notre place. Mais voilà, j'irai juste aux supporters. C'est dur, on est dans le dur, et je suis bien placé parce qu'en revenant de 24 heures de bus, mais voilà, il faut que les choses changent, il faut qu'on continue en fait à être derrière notre équipe, mais en tout cas, pointer vraiment, ça c'est super important, de pointer vraiment ce qui ne va pas. Peut-être effectivement les cadres dirigeants, peut-être la cellule de recrutement, le milieu de terrain, un défenseur supplémentaire, le gardien, ou voilà, il y a peut-être en fait un sujet, mais ne nous embrouillons pas de vouloir avoir des discours à dire il faut tout casser. Ça veut rien dire il faut tout casser. Il faut tout casser, ça veut rien dire. Pointons les sujets pour que le lobby derrière fonctionne dans ce sens-là. Super Joe. Merci Onip, merci à tous.